Chapitre 2 de la deuxième partie, Gus Van Vliet, lecture pour Hugo et Grey BG. Gus Van Vliet ne décolérait pas. Il arpentait furieusement les couloirs au 4e étage de l'immeuble occupé par la Phalange, mâchoire en avant et des flammes dans les yeux. Il entrait sans frapper dans les bureaux de ses subordonnés et trouvait chaque fois une bonne raison de les incendier. Il ressortait en claquant les portes, revenait dans son bureau à lui et appelait pour la 10e fois au téléphone des gens qui lui répétaient inlassablement la même chose. On n'avait rien de nouveau. En raccrochant, il écrasait le combiné à le fendre et proférait des horreurs. Ce n'était pas la perte de Miles qui le mettait dans cet état, encore moins celle de Pastor, qu'il connaissait à peine. Concernant le chef de la police régionale, il avait bien éprouvé une vague compassion en apprenant sa fin épouvantable. Après tout, c'est cet homme-là qui avait obéi à ses ordres, 15 ans plus tôt, et lâché les chiens sur Eva Maria Barr. Beaucoup n'auraient pas eu les tripes de faire ça. Et rien que pour cette absence d'état d'âme, le bonhomme méritait le respect. De là à pleurer sa disparition, non. Ce qui mettait Gus Van Vliet hors de lui, c'était l'idée que Milena Barr, fille d'Eva Maria Barr, se promenait dans la nature et qu'on n'était pas fichu de mettre la main sur cette gamine. Il avait connu une police moins molle quelques années plus tôt, et il ne se priverait pas de le faire remarquer au prochain conseil. Si on lui laissait le temps de parler, car certains ne manqueraient pas de lui rappeler le souvenir cuisant de sa faute, ancienne peut-être, mais qui lui revenait aujourd'hui en pleine figure, à la question « Qu'est-ce qu'on fait de la petite ?» Posée juste après l'exécution d'Eva Maria Barr, il avait hésité. La mère leur avait causé assez d'ennuis, pourquoi s'encombrer de la fille et prendre le risque qu'elle ravive un jour le souvenir de la chanteuse? Le bon sens exigeait de faire disparaître l'enfant. Il y avait un service spécial pour ça, des hommes efficaces qui agissaient vite, bien, et sans qu'on ait à connaître les détails. Qu'est-ce qu'on fait de la petite? Il suffisait de ne pas répondre à la question, et ces machines à tuer comprenaient ce que signifiait votre silence. Vous n'aviez même pas à vous sentir responsable. Seulement voilà, on lui avait demandé son avis, et il s'était montré faible comme une femme. La gosse, à l'orphelinat, le plus loin possible d'ici, au bout du pays. En aboyant cet ordre, il pressentait déjà qu'il avait tort. Et aujourd'hui, la certitude d'avoir failli le faisait bouillir de rage. Il quitta le ministère à 16 heures sans prévenir quiconque. Négligeant l'ascenseur, il dévala les 4 étages par l'escalier de service. En le voyant surgir à l'entrée, un chauffeur se cambra tout raide, casquette à la main, et ouvrit la portière arrière d'une limousine noire. Van Vliet l'ignora et s'en alla droit devant lui, encombrant de ses larges épaules la moitié du trottoir. Un tramway hurlant de tous ses freins s'arrêta à quelques mètres, mais il préféra continuer à pied. Place de l'Opéra, il jeta un regard haineux sur le théâtre à l'abandon, sur la porte obstruée par un tas d'immondices et sur les fenêtres condamnées par des planches grossièrement clouées. Il cracha par terre. Pourquoi ne pouvait-on pas extirper de sa tête les souvenirs empoisonnés, comme on arrache de sa bouche une dent pourrie ou comme on sépare du corps un membre gangréné? Quand allait-on se décider à abattre ces murs, à raser le bâtiment et à débaptiser cette place? Ça devenait insupportable à la fin. Les voix traversaient les pierres. Après tout ce temps, elles vibraient encore dans l'espace. La nuit, parfois, il les entendait résonner, s'unir et se répondre. Est-ce que les gens ne les entendaient pas? Est-ce qu'ils étaient sourds? Une voix entre les autres n'en finissait pas de le hanter. Il pouvait bien s'abrutir de bière à ne plus tenir debout et enfouir sa tête dans les oreillers. La nuit, elle se déployait, pure et profonde, inchangée, et il n'y avait plus rien à faire. Il se souvenait et se retrouvait assis au premier rang de cette église de quartier, une fin d'après-midi, 15 ans plus tôt. La jeune femme, la soliste, est assise à 3 mètres de lui. Elle est jeune, à peine plus de 20 ans. Il admire en premier la blondeur de ses cheveux et la délicatesse de ses avant-bras sous la dentelle des manches du chemisier. Comment a-t-il eu l'idée d'entrer dans cette église, lui qui n'y met jamais les pieds? Peut-être simplement pour trouver le frais. Il fait si insupportablement chaud ce jour-là. Il a acheté son billet à une simple table dressée sur le parvis. Il l'a acheté presque honteusement.
assister à un concert. Lui, Van Vliet. L'église était tout à fait vide quand il y est entré. Il a pris place au premier rang et s'est aussitôt assoupi de bien-être. À son réveil, le chœur et les musiciens sont déployés. Les violonistes accordent leurs instruments. Il ne s'est pas aperçu que derrière lui, tous les bancs sont occupés. Il se croit seul. Il croit que c'est pour lui seul que la soliste se lève maintenant et qu'elle chante. Elle chante sans effort. Il y a juste un léger pli à la base de son nez, deux petites rides qui s'en vont vers le front. À 3 mètres de lui, à bout portant, elle le crucifie de ses yeux bleus et de sa grâce. Il détaille à son aise, 1 heure durant, les mains fines, les doigts, les cheveux et leurs mouvements caressants sur les épaules nues. Il observe le grain de la peau, la ligne tendre des joues, le contour des lèvres. Et la voix de cette femme pénètre son âme de brute. Il n'est pas habitué à pareille émotion, alors il pleure. Oui, il pleure, lui, Van Vliet, en écoutant une chanteuse. Quand c'est fini, il applaudit, debout, à s'en faire rougir les mains. Pendant les saluts, il jurerait qu'elle le regarde en particulier, lui, et qu'elle lui sourit davantage qu'aux autres. De retour dans la rue, il sait que rien ne sera plus comme avant, qu'une autre vie commence. Je m'appelle Van Vliet, se dit-il. Je ne suis pas n'importe qui. Rien ne m'a jamais résisté jusqu'à ce jour. Alors pourquoi cette femme me résisterait-elle? Quelques semaines plus tard, il apprend qu'elle chante à l'opéra, et il se rend aux représentations pendant 1 semaine entière avant d'oser l'aborder à la sortie, un bouquet de roses rouges à la main. C'est ainsi qu'on fait avec les artistes, non? Il jette des regards inquiets autour de lui. Si on le surprenait ici. Elle sort enfin en compagnie de 2 autres femmes. Il s'avance, maladroit, empoté, embarrassé de ses fleurs. Il ne sait pas comment les donner. Bonsoir, vous vous souvenez, l'autre jour dans l'église, on s'est regardé. Elle ne se souvient pas. Il lui arrache tout de même un rendez-vous pour le lendemain dans un café. En buvant sa tasse de chocolat, elle tente de s'expliquer. Mais non, je ne vous regardais pas autrement que les autres. Quand les spectateurs applaudissent, je suis heureuse et je leur souris, c'est tout. Vous étiez juste devant moi, je ne pouvais pas vous ignorer. C'est un malentendu, vous savez. Il n'y croit pas. Le poison est entré dans sa tête et suit son chemin. Il la harcèle, il la suit jusqu'en bas de chez elle. Il sonne à sa porte, elle refuse de le voir. Vous me faites peur. Je ne veux plus que vous veniez me voir à l'opéra, s'il vous plaît. Je ne veux plus que vous couvriez ma fille de cadeaux. Vous me faites peur à la fin. Est-ce que vous comprenez ça? Vous me faites peur. Non, il ne le comprend pas. Il veut seulement l'épouser et vivre avec elle. D'ailleurs, il a déjà quitté sa femme et abandonné ses enfants pour être libre. Elle ne peut pas le laisser tomber maintenant. Il faut qu'elle le comprenne tout de même, qu'elle ait un peu de bon sens. Un soir, il parvient jusqu'à sa loge, malgré les ordres qu'elle a donnés de ne pas le laisser entrer. Il essaie de l'embrasser, elle se défend, il la menace. Il lui serre le bras, trop fort, elle le gifle, lui, Van Vliet. Il traverse les couloirs du théâtre à grandes enjambées, avec sa joue rouge, sous le regard moqueur des musiciens et des chanteurs. Il porte sur sa joue sa honte et son déshonneur. Dès lors, il n'est plus le même. 2 semaines à peine s'écoulent et il se décide à franchir le pas. Il y pensait depuis longtemps. Le moment est venu. Il se présente à la phalange et jure fidélité. Le soir même, il se rend avec 2 autres recrues dans les bas quartiers, où sont les femmes de mauvaise vie, et ils y passent la nuit à boire. Au petit matin, il rentre chez lui ivre-mort, épuisé. Sous les fenêtres du théâtre, il hurle comme une bête sauvage. Désormais, il sera une bête sauvage. Et il a trouvé sa horde. On ne se moquera plus jamais de lui. Quand la phalange prend le pouvoir dans le sang 1 an plus tard, il a fait du chemin. Il occupe un poste à responsabilité à la police d'État. Il est de ceux qui vont chasser Eva Maria Barr. Un compte à régler, explique-t-il simplement. On sait de quoi il parle. T'en fais pas, Gus. On lui tombera dessus. C'est toi qui dirigeras la manœuvre. Tu en feras ce que tu voudras. Il la traque pendant des mois. Elle les fait tourner en bourrique. Mais un soir, ils la prennent enfin dans une petite salle de province dans le nord du pays. Il a trop bu ce soir-là encore. Il est malade. Il n'entre pas avec les autres. Il est adossé au mur
à l'extérieur. Il entend tout, les hurlements, le fracas du piano qui explose. En sortant de la salle des fêtes, tout étonné d'être libre, Eva Maria Barr l'aperçoit, tapie dans l'ombre. Leurs regards se croisent. Elle croit qu'il vient de la sauver, qu'il a donné l'ordre de la laisser partir. Oh, comme elle s'en veut d'avoir été si cruelle avec lui, comme il est généreux de pardonner. Elle fait un pas dans sa direction, mais, de la main, il la dissuade d'approcher. Elle comprend. C'est parce qu'il ne veut pas se compromettre davantage devant ses collègues. Alors, elle lui dit simplement merci, de loin. Elle trouve la force de lui sourire, malgré la terreur, malgré Dora, qui reste prisonnière, elle, et dont la main n'est plus qu'un amas de chair écrabouillée. Elle lui répète « Merci, merci pour elle-même et surtout merci pour sa fille, qu'elle pourra retrouver demain matin et serrer dans ses bras. Merci. » On la pousse dans la rue afin qu'elle disparaisse une bonne fois pour toutes. Lui, Van Vliet, ne peut plus contrôler les spasmes de son estomac. Il s'appuie à deux mains contre le mur pisseux de la salle des fêtes et il vomit à grands jets. Les éclaboussures souillent ses bottes et son pantalon. Quelques heures plus tard, dans la voiture qui traverse la nuit vers la capitale, on l'informe qu'on a pris la fillette chez sa nourrice et on lui pose la question. Qu'est-ce qu'on fait de l'enfant ? Il a encore la nausée. À cette heure, les chiens ont fait leur travail sans doute. Il voudrait qu'on lui fiche la paix maintenant, qu'on le laisse dormir. Qu'est-ce qu'on fait de la petite ? Insiste son collègue. Orphelinat, au bout du pays. Celui qui est le plus loin, répond-il. Et il sait qu'il vient de commettre sa faute. La salle de sport de la Phalange était vide à cette heure-là. Van Vliet ouvrit avec sa clé et fit résonner les couloirs de son pas. Dans le vestiaire, tout était imprégné de l'odeur aigrelette des corps en sueur, l'air, le cuir et le bois. Une veste et un pantalon pendaient à un crochet. Il reconnut avec satisfaction les vêtements de 2,5. On savait où le trouver, celui-là, pas à la bibliothèque. Il se changea rapidement et traversa la salle de musculation, vêtu d'un vieux maillot de gymnastique délavé et d'un short flappy. Un grincement régulier le guida jusqu'à la fenêtre opposée. Un homme, au visage prognate et aux yeux enfoncés dans leurs orbites, était allongé sur un tapis de sol et soulevait de la fonte. Les lames du parquet gémissaient sous le poids. Van Vliet lorgna sur le nombre de disques enfilés de chaque côté de la barre et ne put dissimuler sa stupéfaction. « Tu fais des séries de 10 avec ça ?»« De 15, corrigea l'homme, impassible, lorsqu'il eut reposé sa charge. 2,5 n'avait pas la corpulence de Van Vliet. Il lui rendait sans doute plus de 20 kilos, mais sa force n'avait pas d'égal. Il ne disait pas plus de 10 mots par jour et ne comprenait aucune plaisanterie. Son corps était dur et, plus dur encore que son corps, son âme. Son surnom lui venait de l'habitude qu'il avait prise de ne jamais arriver au 3 quand il menaçait quelqu'un. « Je compte jusqu'à 3, prévenait-il, mais à peine avait-il prononcé le 2 que l'autre mourait de la balle, du couteau ou de la main nue. Si on lui demandait pourquoi il faisait ça, pourquoi il ne laissait pas sa chance à la personne qui l'interrogeait, il répondait « Je sais pas, je manque de patience ». Van Vliet s'installa à l'appareil voisin et commença ses exercices. Ils les enchaînèrent pendant une bonne heure, sans se parler. Leurs manières différaient en tout. Van Vliet grognait, gémissait, âhannait. Il semblait haïr les barres et les haltères qu'il soulevait. Il les insultait. La sueur dégoulinait sur sa peau blanchâtre entre les poils roux de sa large poitrine et de ses avant-bras massifs. Il s'interrompait souvent pour boire de l'eau et s'éponger à sa serviette. 2,5, au contraire, travaillait avec froideur. Son corps demeurait sec. Il ne buvait pas. On entendait à peine sa respiration, mais les poids énormes montaient régulièrement comme actionnés par un piston infatigable. Ils se retrouvèrent au bar désert de la salle de sport. « Une bière ?» proposa Van Vliet. 2,5 accepta d'un mouvement de paupières. Van Vliet passa derrière le comptoir et décapsula lui-même les 2 bouteilles. Ils commencèrent à les boire en silence. 2,5 regardait le contenu de son verre d'un œil vide, avec la même indifférence que celle qu'il réservait aux gens. « À quoi pense-t-il » se demanda Van Vliet, mal à l'aise. « Est-ce qu'il pense seulement à quelque chose d'ailleurs ? J'aurai un boulot pour toi. » 2,5 ne broncha pas. « Un renseignement à obtenir de quelqu'un qui n'aime pas parler. Je te paierai bien. » 2,5 hocha vaguement la tête pour montrer qu'il acceptait la commande.
Le vent balayait les quais obscurs. Quelques piétons attardés se hâtaient chez eux en évitant les flaques d'eau. En contrebas, la pluie grêlait le fleuve par rafales, comme si on y avait jeté des poignées de gravier. La nuit tombait. 2,5 suivit la contre-allée avec la nonchalance d'un promeneur. Il savait qu'il allait peut-être tuer un homme, mais cela ne le troublait pas. Sur la toile de son parapluie, les gouttes crépitaient avec acharnement. Il froissa dans la poche droite de sa veste les billets que Van Vliet lui avait donnés en guise d'avance. La moitié de la somme. Le reste, il l'aurait une fois le renseignement obtenu. Autant dire qu'il l'avait déjà. Il passa 4 ponts sans s'y engager et s'arrêta seulement au 5e. Un coup d'œil lui suffit pour comprendre que son client n'était pas là. Pas de motocyclette enchaînée à la rambarde, cela signifiait pas de mitaine. La bécane appartenait en commun à tous ceux du pont au fagot, mais aucun, à part le grand clochard édenté, n'était fichu de la piloter. Pas grave, il attendrait. Pour patienter, il s'avança sur le pont et marcha à petits pas le long du trottoir détrempé, tenant ferme le parapluie qui menaçait de s'envoler. Il n'avait pas fait 50 mètres que la motocyclette pétaradante et sans éclairage apparut à l'autre bout. Son pilote, coiffé d'un passe-montagne de laine et la tête rentrée dans les épaules, ressemblait de loin à un gros insecte pâteau. Il poussait le moteur à fond, mais le résultat était pitoyable. L'engin se traînait. 2,5 le regarda s'approcher, ravi. Il ne pouvait rêver meilleures conditions de travail. L'obscurité, l'absence de témoins, le pont. Il attendit que Mitaine arrive à sa hauteur et lui envoya un méchant coup d'épaule. Le clochard valdingua au sol en poussant un cri. La motocyclette, renversée, glissa sur la chaussée mouillée, traversa la route et heurta le trottoir opposé. Le pot d'échappement brûlant, séparé du reste, rebondit sur l'asphalte et cracha de la vapeur. « Ça va pas, non » hurla Mitaine. « J'ai le genou cassé. » 2,5 ne referma même pas son parapluie. D'une seule main, il empoigna le clochard par le devant de sa veste, le remit sur ses 2 jambes et le colla violemment contre lui. « J'ai le genou cassé » gémit Mitaine. « J'ai mal !» Sous le passe-montagne, imbibé de pluie, son visage émacié et hirsute de barbe était tordu par la douleur. « Lâche-moi ! Qu'est-ce que tu me veux ? Un renseignement, une fille blonde. Milena Barr. Connais pas, va te faire foutre !» 2,5 n'étaient pas du genre à perdre du temps en bavardages inutiles. La plupart des arrivants venaient par le fleuve et ils s'arrêtaient au pont au fagot. Tout le monde le savait. Il souleva Mitaine et l'assit sur le parapet métallique du pont. « Et moi, tu me connais ?» Leurs visages se touchaient presque. Pour la première fois, Mitaine vit son agresseur dans les yeux et sa douleur au genou s'envola d'un coup. Il comprit qui le tenait là, dans la tenaille de ses doigts. S'il persistait à se taire, il ne lui restait à vivre que les quelques secondes que durerait sa chute. Il tombera à la renverse dans l'eau glacée du fleuve. Ses compagnons de misère, sous le pont, entendraient peut-être le plouf dérisoire de son corps trop maigre dans les flots. Cette idée le plongea dans une terreur épouvantable.